Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de WWE Elimination Chamber Perf 2024 qui s'est tenue hier matin, heure française. J'ai pu finalement le voir, alors j'ai raté un peu le début, mais je me suis rattrapé après et j'ai tout revu. Donc, il y a eu quand même des choses qui se sont passées, hein, quelques-unes, pas énormément, mais quand même quelques-unes. On va revenir, bien sûr, sur tout ce qui s'est passé dans les grandes largeurs, et je vais vous présenter bien sûr les notes et l'analyse des différents matchs comme je peux le faire habituellement. Je vais tout d'abord vous présenter le poster avec la note globale du show et un petit commentaire, on va dire, sur ce que j'ai pensé globalement du show avant d'entrer dans le vif du sujet et dans le détail de chacun des matchs. Voici le poster, 3 étoiles 25, c'est la note donc que j'ai donnée à ce pay-per-view qui en réalité est plutôt un 3,5 amputé de 0,25 pour les raisons que je vais évoquer. Comme je l'indiquais dans ma précédente vidéo, hein, je craignais que ce show ne soit qu'un énorme filler placé entre le fromage Royal Rumble et le dessert WrestleMania, et en effet, force est de constater qu'absolument aucun des résultats de ce show ne nous aura fait bondir de notre siège. Même le match de kick-off, ajouté tardivement, n'aura pas réussi à échapper à la règle. Alors oui, le stade est magnifique, l'ambiance est bon enfant, les différents plans sur le coucher de soleil de Perth qu'on aura pu voir durant les matchs étaient absolument magnifiques, mais très franchement, cette édition du Chamber 2024 fut globalement bien terne en termes de suspense et d'investissement émotionnel. Les deux vainqueurs de chacun des Chamber matchs étaient déjà tout désignés depuis des semaines. Le Judgment Day ne pouvait décemment pas trébucher à un gros mois de WrestleMania face à des challengers qui puaient la transition en attendant Philadelphie. Le code couleur du show était même aux couleurs du Judgment Day, et Rhea Ripley en était clairement la star désignée. La conférence de presse de jeudi s'est clôturée avec elle, et son match fut aussi le main event. Bref, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Si la première partie du show fut d'assez bonne qualité avec un chamber féminin globalement solide, suivi d'un très agréable match tag, la seconde partie du show fut bien plus laborieuse avec un énorme creux de pratiquement 1 heure entre la fin du match tag et le début du chamber masculin. Un creux en grande partie occupé par un Grayson Waller effect sans doute trop long pour ce qu'il avait à nous proposer, et qui a sans doute remplacé un match de championnat entre Seth Rollins et Bronson Reed initialement prévu et annulé non seulement à cause de la blessure de Rollins, mais aussi à cause de la récente paternité de Bronson Reed, du moins c'est ce que Fightful dit. Si tout cela en tout cas est avéré, on ne peut pas dire que cela aurait changé grand chose en termes de suspense, et l'analyse serait restée quoi qu'il en soit la même, à savoir un show honnête, mais qui a plus l'allure d'une weekly premium que celle d'un vrai pay-per-view, un show bien trop prévisible qui ne fait guère bouger les lignes au vu de ce que les dernières weekly étaient déjà en train de nous présenter. Le format du pay-per-view Elimination Chamber est-il à revoir? On pourrait se poser la question, ou plus généralement le format du pay-per-view qui précède WrestleMania, quitte à désigner des challengers pour WrestleMania, ou à établir qui seront les champions à WrestleMania, autant faudrait-il peut-être faire en sorte que le suspense soit plus savamment distillé, par exemple en construisant plusieurs challengers crédibles qui sont en capacité de détrôner les champions lors de l'Elimination Chamber, ou de décrocher leur shot pour WrestleMania. Là encore, et comme souvent, tout est une question de booking, et je pense également que le fait d'enchaîner coup sur coup un Elimination Chamber au pays de Sami et un Elimination Chamber au pays de Rhea éclipse pas mal la possibilité qu'il se passe réellement quelque chose, comme si tout tournait essentiellement autour d'un seul visage et que le reste était quoi qu'il en soit secondaire. J'espère ne pas vous dire d'ailleurs la même chose en 2025 lorsqu'il s'agira de vous faire la review de l'Elimination Chamber à Vienne, en Autriche, un show entièrement orienté autour de Gunther, je plaisante bien sûr, du moins je l'espère. Bref, je vais maintenant passer au graphique qui va détailler l'ensemble des notes, et ensuite je rentrerai dans le détail de chacun des matchs. Voici donc le graphique en question, le voilà, donc 3 étoiles 25 donc pour la note globale, et dans le détail, donc le match de kick-off entre les Kabuki Warriors, Indy Hartwell et Candice LeRae, 2 étoiles et demie seulement, l'Elimination Chamber match féminin, 3 étoiles 75,
Balor Priest contre Bate Eden, 4 étoiles, le meilleur match de la soirée selon moi. L'Elimination Chamber masculin, 3 étoiles écart, même note pour le main event entre Rhea Ripley et Nia Jax. Voilà, donc on va aller dans l'ordre bien sûr du pay-per-view. On va commencer donc par le match du kick-off, à savoir les Kabuki Warriors, donc contre Indy Hartwell et Candice LeRae. Donc 2 étoiles et demie pardon pour la note. Match du kick-off donc ajouté durant la conf de presse de jeudi et qui sort franchement de nulle part et qui ne tient bien évidemment qu'à la présence du show en Australie. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais envisagé la victoire de Hartwell dans la bataille royale. Mais ils auront tout de même trouvé un autre moyen d'intégrer Hartwell dans le show. En plus, il s'agit carrément d'un match de championnat, chose que LeRae et Hartwell n'ont absolument rien fait pour l'obtenir. Si les titres n'avaient pas été en jeu, j'aurais été bien plus indulgent ici, mais passons. Le match est court, moins de 9 minutes, et aurait été complètement construit de façon à ce qu'Indy reçoive un chaleureux accueil du public lorsqu'elle entrera dans le ring, avec un long travail des heels entrepris sur Candice LeRae. Son entrée sera en effet plutôt bien accueillie et permettra de redonner un second souffle à un match qui en manquait déjà pas mal, mais comme le match fut court, les effets du hot tag vont vite s'estomper lorsque Indy va être tiré hors du ring par Kairi, ce qui va faire tomber également Candice, car Indy était en train de lui tenir la main pendant qu'elle faisait la funambule sur la 3e corde. Les Kabuki Warriors n'ont alors plus qu'à finir le travail avec un insane elbow de Kairi porté sur Candice. Voilà, c'est tout, rien de plus dans ce match, aussi pauvre en qualité qu'en légitimité. Les applaudissements et les chants à l'honneur d'Indy après le match étaient sympas, mais très franchement, Indy peut remercier Triple H du cadeau qu'il lui a offert. Rien à signaler d'ailleurs du côté de Bayley et de Dakota Kai, en dépit de l'attaque de Damage Control sur Dakota la veille à SmackDown. On attendra donc le 2 contre 2 déjà prévu la semaine prochaine, entre justement Dakota Kai et Bayley et les Kabuki Warriors, pour en savoir plus sur l'avancée de la storyline qui peine franchement à prendre son envol. Donc j'espère que dans un mois, lorsque je vous ferai les pronostics du match entre Io Sky et Bayley, j'espère que j'aurai quand même des choses positives à vous dire au niveau du build-up. 2 étoiles et demie donc pour cette petite mise en bouche, pas franchement mémorable. Voilà, maintenant on va passer directement à la carte principale avec l'opener, qui était sans surprise les Elimination Chamber féminins, auquel j'ai donné la note de 3 étoiles 75. Donc une bonne note. Choix d'opener donc logique et prévisible. Raquel est donc la fameuse 6e participante mystère, celle qui a gagné la bataille royale de la dernière chance à Raw. La bonne nouvelle est donc l'absence de Jade Cargill, et c'est la meilleure des décisions à prendre pour les raisons invoquées dans ma précédente vidéo. Le retour de Raquel m'a surpris car je pensais que son eczéma plus que sévère était encore loin d'être guéri. Du coup tant mieux pour elle, même si on voit que elle a encore un peu sous cortisone, elle a un peu bouffi, et je suis pas sûr qu'elle soit encore totalement tirée d'affaire, donc on verra ce qu'il en sera pour la suite des opérations et si elle pourra quand même être présente à Mania ou si c'est seulement un one shot pour elle, on verra. En tout cas, je suis pas surpris en revanche que ce soit une représentante de Raw qui prennent ce 6e spot histoire d'avoir la parité avec SmackDown, mais j'aurais plutôt misé sur une heel comme Piper Niven, qui d'ailleurs n'aura même pas participé à la bataille royale, faisant alors de Stratton la seule et unique heel désignée de ce match, ce qui peut surprendre, autant que de voir McIntyre seul représentant de Raw du côté des hommes. Le choix des 2 participantes pour débuter ce match m'a quelque peu surpris, savoir un duel entre Becky Lynch et Naomi. J'aurais largement préféré Stratton, personnellement, à la place de Naomi. D'abord parce que ça aurait permis un duel heel contre face, mais aussi parce que ça aurait été un rappel évident à leur feud de NXT, donc un duel dans lequel il était bien plus facile de s'investir. À noter, chose qui peut paraître étonnante, qu'il s'agissait ici du tout premier Chamber match de la carrière de Becky, et c'est pourtant vrai. Alors j'ai pas été emballé, pas très emballé donc par ce duel de départ entre Becky et Naomi, en dépit d'un grand écart assez cool de la part de Naomi en s'agrippant à la cage, et l'entrée assez popée de Stratton, en dépit du fait qu'elle soit la seule heel du match, elle aura au moins permis de véritablement lancer ce match à base de manœuvres flashy et dynamiques dans son plus pur style. Naomi subira la première élimination après un blockbuster sur Morgan depuis le haut d'un pod. Étrange d'ailleurs que Stratton décide plutôt de couvrir Naomi plutôt que Morgan, alors que normalement Morgan sur ce spot est censé être plus endommagé que Naomi, enfin passons. Mais cela sera peut-être l'occasion de construire une rivalité Naomi-Stratton, chose que j'avais évoquée dans ma précédente vidéo, et à laquelle je ne serais pas opposé personnellement. Raquel arrive ensuite pour montrer toute sa puissance, avec son profil totalement différent des 5 autres participantes,
Petit duel sympa entre Raquel et Morgan, les deux anciennes championnes tag jusqu'à ce que Morgan se blesse en mai 2023, rendant alors les titres vacants avant de récupérer ses titres plus tard en juillet lors du Money in the Bank, après ce fameux turn incompréhensible de Ronda sur Shayna que personne n'aura oublié. Belair entrera en dernière position avec beaucoup de fougue, avec un duel face à Raquel qui arrivera très vite dans la foulée et que j'ai trouvé plutôt efficace, avec un superbe DDT de Belair pour contrer une souplesse de Raquel. Stratton aura ensuite l'occasion de briller avec une belle Swanton Bomb depuis le haut d'un pod, à la fois sur Belair, Becky et Raquel, qui fera bien réagir une foule décidément très investie derrière Stratton. Même quand Liv Morgan a l'avantage sur Stratton, le public hue, et à l'inverse, quand Stratton a l'avantage sur Morgan, le public montre sa satisfaction. L'élimination de Stratton par Morgan sur un Oblivion depuis la deuxième corde arrive un peu brutalement, je trouve, et refroidit pas mal le public qui se laissera même aller à quelques chants bullshit, carrément. Raquel retrouvera alors un peu d'éclat en réussissant une double Texana Bomb sur Morgan et Becky avant de se faire cueillir par un KOD de la part de Belair. Et comme ce finisher est très protégé, Raquel ne pourra pas s'en relever. La définitivement surpouchée Liv Morgan s'invite donc au festin entre Belair et Becky. Et moi forcément je n'attendais plus que l'élimination de Morgan pour finir en beauté par un duel entre Becky et Belair. Mais quelle ne fut pas ma surprise de voir d'abord Morgan éliminer Belair sur un roll-up, juste avant de se faire elle-même surprendre par un Men Handle Slam de Becky pour la victoire. Voir Belair éliminée sur un roll-up, c'est déjà pas génial, mais en plus par Liv Morgan, là franchement, je ne l'aurais pas vu venir. À voir si c'est une graine plantée pour WrestleMania, le programme de Belair à venir étant encore assez flou à ce stade, toujours avec un point d'interrogation autour de Jade Cargill. Bref, Becky Lynch s'impose, est-ce que ça surprendra quelqu'un? C'est bien là le problème. Et même si le match entre Rhea et Jax n'a pas encore eu lieu à ce moment-là, personne n'est dupe, tellement on nous aura planté de graines entre Becky et Rhea ces dernières semaines. On nous aura tellement enfoncé dans la gorge cette perspective que si Becky avait perdu, ça n'aurait eu strictement aucun sens, et si elle avait gagné, chose qui est finalement arrivée, eh bien on finit impassible puisque tout était déjà écrit d'avance. Voilà. Cela étant, en dépit de ce manque criant de suspense, j'ai plutôt globalement apprécié ce match qui ne partait pas forcément très bien avec ce duel ronronnant entre Becky et Naomi, mais Stratton aura été très bien présenté ici avec de très belles manœuvres et déjà un profil de star en puissance qui semble indéniable. Même en face, on a déjà l'impression qu'elle pourrait cartonner, il y a donc pas mal de promesses en elle, et c'est le principal enseignement que je tirerai de ce match. Raquel pour son retour m'aura aussi paru plutôt bien à son avantage, assez propre dans ses moves et puissante dans ce qu'elle aura entrepris. Sa défaite sur le KOD est plutôt valide, d'autant plus qu'elle le subit par surprise. J'ai même eu envie de voir un match entre Belair et Raquel après cette passe d'armes plutôt efficace qu'on aura vu entre les deux femmes. Belair et Becky sans surprise auront été les deux taulières du match, et c'est normal de les retrouver jusqu'à la fin du match. Naomi m'a paru plus effacée par rapport aux autres, mais a été à mon sens booké à son niveau, à savoir celui d'une bonne mid-cardeuse, mais pas plus. Liv Morgan au contraire, en dépit de moves assez propres dans l'ensemble, quoique pas toujours percutant, m'a apparu une nouvelle fois bien trop exposé pour ne pas dire overpushé en allant jusqu'à la fin du match, alors que selon moi, ça reste mon avis personnel, elle aurait dû recevoir un traitement équivalent à celui de Naomi, à savoir celui d'une honnête mid-cardeuse pouvant éventuellement éliminer une personne, mais pas plus que ça. À voir si cela augure d'un duel Belair-Morgan à Mania, mais même si cela me surprendrait beaucoup. Quelques duels en guise de référence au passé, entre Becky et Stratton, Becky et Belair et Raquel et Morgan, qui n'auront également pas été oubliés. Le finish m'a paru un peu torché, et je regrette de ne pas avoir terminé sur un duel épique de 5 minutes entre Belair et Becky, qui aurait eu au moins le mérite de laisser planer un léger suspense, le tout en s'assurant d'avoir du bon catch pour finir ce match. Pour l'ensemble de la proposition offerte, j'ai donc donné un 3,75 à ce match. C'est une très bonne note, et c'est sans doute l'un des meilleurs chamber match féminins ever, à l'image du Rumble féminin qu'on a vu le mois dernier. Le manque de suspense criant restant le principal point faible de ce match, et si la VVE avait à minima équilibré les plantages de graines entre Becky et Rhea d'un côté, et Bianca et Rhea de l'autre, cela aurait donné à ce chamber match un tout autre relief, encore plus avec une finale Bianca contre Becky, donc c'est vraiment dommage pour ça. Et c'est vrai aussi qu'en termes de storytelling, c'était globalement pauvre,
Il y en avait davantage du côté des hommes, on y reviendra. Ça aussi, ça peut être aussi l'un des principaux reproches qu'on peut faire à ce match. Mais voilà, moi globalement, ce match m'a plutôt convaincu. J'ai passé un bon moment et c'est tout ce qui compte, après tout. Mais vous avez le droit aussi de penser que ce Chamber était raté ou alors en tout cas faible, bien entendu. On va passer maintenant au match suivant. Finn Balor et Damien Priest contre New Catch Republic, de Tyler Bate et Pete Dunne. 4 étoiles pour le match. Light de Dominique, avant de commencer ce match, c'est un running gag qui marche à chaque fois et la VVE aurait tort de s'en priver. Très franchement, on a globalement assisté à un très bon match qui fait honneur à l'événement et non un match de niveau weekly comme j'ai souvent pu le déplorer sur ma chaîne. La mise en avant du New Catch Republic est parfaite. Ça travaille bien en équipe. Les deux ont un style différent mais très complémentaire et j'ai eu aussi l'impression que Tyler Bate en ressortait encore plus grandi que Pete Dunne. On notera notamment cet incroyable airplane spin porté sur Damien Priest qui n'aura duré pas moins de 28 secondes, j'ai vérifié moi-même. Le double Burning Hammer ainsi que le double Tyler Driver 97, le finisher des New Catch Republic, auront aussi été à signaler. Bon travail de Balor sur la fin, qui retiendra la jambe de Priest, empêchant alors une double butterfly suplex du haut de la deuxième corde, permettant également un blind tag de Balor. Le double South of Heaven de Priest et enfin le coup de grâce de Balor sur Pete Dunne pour la conservation des titres de la part du Judgment Day. Là encore, le suspense était au ras des pâquerettes dans ce match, manquant clairement de build-up en dehors du SmackDown de la veille, mais ce fut bien trop peu pour qu'on y croie, ne serait-ce que l'espace d'un instant. De plus, on a vraiment l'impression que plus les choses avancent, plus Awesome Truth, Truth et le Miz semblent partis pour être les challengers de Balor et Priest à Mania. Raison supplémentaire aussi pour laquelle les Anglais avaient très peu de chances de s'imposer. Une intervention de Truth et du Miz aurait d'ailleurs pu être aussi une possibilité, histoire de croire que les Anglais pouvaient créer la surprise, mais on ne les aura pas vus dans ce match. Personnellement, ce match vaut un 4 étoiles écart, mais j'ai donné une pénalité de 0,25 liée au manque à la fois de suspense et de build-up autour de ce match, ce qui peut du coup donner quelques regrets, car avec un suspense total, ce match aurait même pu tutoyer le 4,5. La sortie de Dominique par l'arbitre aura été quelque peu exagérée, l'arbitre n'ayant eu la moindre preuve de l'intervention de Dominique durant le match, mais elle aura surtout servi à faire popper le public. Bref, une victoire plus que logique du Judgment Day, mais une défaite tout sauf déshonorante pour les Britanniques, qui tiennent là un match référence qui, je l'espère, leur permettra de gravir les échelons dans les mois qui viennent. 4 étoiles donc pour ce très bon match, le meilleur du show, à mon humble avis. Le match suivant, qui n'est donc pas un match, mais un segment, à savoir le Grayson Waller Effect. Donc là, on se retrouve en plein milieu de show. Et dans ce creux donc de près d'une heure, c'est énorme. Donc peut-être qu'on aurait dû avoir le Seth Rollins contre Bronson Reed à cette place-là, on le saura jamais. Donc sans trop de surprise, ce segment donc aura eu lieu en plein milieu de show, et ce qui me semble être le meilleur placement, histoire de respirer et de ne pas avoir l'impression que les deux Chamber matchs sont trop rapprochés l'un de l'autre. Comme on pouvait s'y attendre, Austin Theory était aussi présent et aura fait venir Grayson Waller, ce qui lui permettra d'avoir une pop plus que décente, comme on aura pu déjà le constater lors de la conf de presse de jeudi. Un Grayson Waller qui aura tout de même été briefé par Roman Reigns la veille à SmackDown, sans qu'on ne sache ce qu'il lui a dit. Cependant, Waller commencera directement en demandant au public de reconnaître Roman Reigns, ce qui peut déjà être une indication de ce que Roman lui a dit. On retiendra surtout deux gros éléments de ce segment. C'est d'une part le fait que Rollins soit sur le point d'être déclaré apte à relutter d'ici quelques jours, ce qui est bien sûr une super nouvelle, d'autant plus qu'une opération semblait inéluctable d'après les premiers échos qu'on avait eus suite à sa blessure. Grayson Waller en fera alors des caisses pour lécher les bottes de Reigns et du Rock. Il continue toujours sur le travail entrepris par la Bloodline, évidemment. Cody a alors eu aussi une grande annonce à faire à son tour. Il défie le Rock où il veut, quand il veut, mais Rollins se lève alors, il rejoint Cody en lui tapant sur l'épaule, lui rappelant quelque chose qu'on avait déjà entendu d'ailleurs à Raw récemment, à savoir que Cody ne peut pas combattre la Bloodline tout seul, et qu'il a besoin d'un appui, ce qui tease évidemment encore davantage un 2 contre 2 d'une envergure gigantesque entre Cody Rollins et Reigns Rock, toujours possiblement lors de la nuit 1 de Mania, mais on en reparlera en temps voulu dans un mois lors de mes pronostics de Mania. À partir de là, le segment se finit davantage en roue libre, avec un Theory qui se montre trop impertinent. Il finira écrabouillé contre une pancarte par Rollins et par un Cody Cutter de Rhodes, et enfin par un Curb Stomp de Rollins, très bien vendu au passage par Theory.
le tout sous les yeux d'un Waller tout penaud et sans réaction, préférant se réfugier derrière ses plantes vertes. Le Rock et Reigns n'étaient pas là, et on s'en doutait. Ce segment était bien trop long, et faisait plus office de remplissage qu'autre chose. Il aurait amplement suffi dans une weekly, mais le format court de ce pay-per-view, couplé au fait qu'il fallait aussi donner un rôle à Waller, ont fait que ce segment a pu prendre place, sans compter la possibilité donc que ce segment ait peut-être remplacé le Rollins Reed initialement prévu d'après Fightful. Si la perspective du 2 contre 2, donc avec du Star Power x 1000, n'était déjà plus au stade d'une simple rumeur, je retiendrai surtout ici le fait que Rollins soit bientôt cleared, même si le fait que l'on établisse un challenger pour Rollins lors du Chamber Match était déjà un gros indice selon lequel Rollins serait de toute façon apte à lutter. Mais au moins, on peut écarter l'opération pour lui après Mania, et c'est surtout ça que l'on retiendra ici. Voilà, maintenant on va passer au match suivant. L'Elimination Chamber masculin, donc auquel j'ai donné la note de 3 étoiles et quart. À nouveau, je ne suis pas des plus convaincus par le choix du duel qui va lancer ce match, à savoir McIntyre contre LA Knight, match qu'on venait d'ailleurs déjà de voir la veille à SmackDown. J'aurais préféré un duel bien plus palpitant, qui impliquerait notamment Kevin Owens ou bien Logan Paul. Moment sympa, lorsqu'Owens portera un chokeslam à LA Knight, Michael Cole précisant alors que ce move inhabituel de la part d'Owens a été porté après un Make-A-Wish qu'il a fait la veille à Perth auprès d'un petit garçon malade à qui il a promis de porter un chokeslam durant ce match. C'est un très beau geste de sa part, et c'est bien aussi que Michael Cole l'ait mentionné. L'entrée d'Owens en 3e position donc permettra au moins de dynamiser un peu le match, car jusqu'à présent on était sur un début de match bien ronronnant, et à l'image de celui des femmes, et le public était d'ailleurs assez calme, comme s'il était déjà en train de réserver ses dernières forces pour Rhea Ripley. Lashley entre en 4e position avec un bras droit protégé, suite à l'attaque de Karrion Kross la veille à SmackDown, qui lui aura pas mal endommagé donc ce bras droit. Mais j'y reviendrai plus tard. Le match est toujours aussi boring à ce moment-là, et à l'image de Logan Paul, en train de reconstituer la grotte de Lascaux dans sa cellule, je suis de mon côté en train de faire mes mots croisés, quoi. Voilà. Et du côté du public, c'est toujours le calme plat. Kevin Owens, à ce moment-là du match, est le seul à me divertir quelque peu. Orton entrera alors en 5e position. De légères réactions du public, mais l'ambiance reste quand même des plus gentillettes. Logan Paul entrera en 6e et dernière position, toujours aucune élimination, et il est grand temps alors de lancer ce match. Owens, sans surprise, va s'attaquer à Paul directement dans sa propre cellule et continuer son assaut sur lui durant plusieurs secondes, les autres lutteurs étant déjà en train de roupiller, probablement inspirés par le public. L'énorme spear de Lashley sur Logan Paul directement dans sa propre cellule provoquera enfin une réaction de la part du public, et alléluia, puisque pour la première fois depuis que Kross l'a attaqué à SmackDown la veille, je vois mon beau bichou là en train de vendre son bras droit endolori. Il était grand temps, car à la fin de SmackDown, Lashley n'a eu absolument aucun mal à porter 2 spears sans jamais vendre son bras, et c'était parti pour être la même chose durant ce match, avant ce spear sur Logan Paul. McIntyre séchera alors Lashley avec un Claymore, puis Lashley vendra encore son bras en retirant sa protection, ce qui va à nouveau le distraire et profiter à McIntyre qui le cueillera à nouveau avec un Claymore. 21 minutes d'attente avant cette première élimination, c'est beaucoup trop long franchement, et même si le bras de Lashley aura quelque peu provoqué sa chute, j'ai trouvé que c'était bien trop léger en termes d'écriture, tant il aura no-sell son bras durant bien trop longtemps auparavant. J'aurais largement préféré une attaque du Final Testament en comparaison, mais on y reviendra après, une autre intervention aura été privilégiée à la place. McIntyre pourra au moins se vanter d'avoir vaincu Bobby Lashley, chose qu'il n'avait pas pu faire notamment à WrestleMania 37 et qui lui aurait au moins permis de gagner le titre face à du public après la pandémie. LA Knight a ensuite son petit moment, ce qui permet au public de participer un peu à base de yeah. Le fait que Lashley mette du temps à sortir de la cage suite à sa blessure au bras permettra justement à AJ Styles d'y pénétrer pour venir attaquer LA Knight de plusieurs coups de chaise avant de l'achever avec un Styles Clash directement sur une chaise. Là encore, McIntyre se montre opportuniste et vient récolter les miettes en éliminant LA Knight. L'intervention de Styles était bien sûr envisageable et vient définitivement verrouiller un match entre LA Knight et lui-même donc à WrestleMania, ce qui paraissait logique. Owens vient alors à nouveau s'en prendre à Paul et essaye de redynamiser le match à base de Cannonball et de Swanton Bomb. Owens réussira à porter un stunner à Logan Paul très bien vendu par ce dernier, et Orton portera alors un RKO à Kevin Owens qui provoquera son élimination. Je suis quelque peu déçu ici car Owens selon moi aurait dû éliminer Logan Paul avant
sa propre élimination, histoire de légitimer un rematch à Mania pour le titre US. En représailles, Logan Paul aurait alors pu frapper Owens avec son poing américain, par exemple, pour provoquer à son tour l'élimination d'Owens. Cela aurait été, à mon sens, un booking bien plus efficace et logique, mais j'y reviendrai juste après. Il ne reste plus alors que Logan Paul, Orton et McIntyre. Drew affiche alors un regard menaçant vers Orton, ce qui peut aussi rappeler leur grosse feud durant la pandémie. Le face-off entre les deux est plutôt joli visuellement parlant. Logan Paul est ici dans à peu près le même rôle que Liv Morgan, à savoir l'underdog, placé assez inconfortablement entre les deux gros favoris du match. À la différence qu'ici, je suis moins gêné de voir Logan Paul dans cette situation que quand il s'agit de Liv Morgan. Logan Paul profite d'une nouvelle passe d'armes entre Drew et Orton pour enfin placer un spot qu'on a failli attendre, en l'occurrence un crossbody sur McIntyre depuis le haut d'un pod, mais très franchement, je m'attendais à 1000 fois mieux de la part de Logan Paul, dont je pensais que sa présence au Chamber aurait pu permettre de lui voir sortir une manœuvre de haut vol jamais vue auparavant dans un Chamber match, et en plus, ce crossbody est loin d'être réussi puisque Logan Paul retombe directement sur la tête de Drew, on le reverra au ralenti. Sur ce, Paul se décide enfin à sortir un point américain, enfin, chose qui me frustre, alors au plus haut point, vu que Owens était d'ores et déjà éliminé. Le plan serré sur Paul permettra de nous surprendre avec ce RKO d'Orton sur Paul, From Out of Nowhere, qui aura eu le mérite de réveiller la foule. Paul est alors éliminé par Orton, et l'on se retrouve alors avec une finale hyper prévisible entre Orton et McIntyre, les deux gros favoris du match. La réalisation fait alors tout pour nous cacher ce que l'on ne doit pas voir, mais que l'on verra quand même, à savoir qu'en réalité, malgré l'élimination de Logan Paul, la cage n'est étrangement toujours pas ouverte, et les arbitres ne font pas le nécessaire pour l'évacuer du ring, comme tout éliminé devrait l'être. Ça n'a strictement aucun sens. Logan Paul est donc toujours allongé à l'intérieur de la cage, et sera son incidence plus tard. Une image alors m'aura frustré, celle de voir un Orton au sol, sur le point de se mettre sur les genoux, avec un McIntyre impitoyable, là, debout, en train de le regarder, là, ramper. Et là-dessus, j'ai vraiment cru que McIntyre ferait plusieurs pas en arrière avant de lui porter un pun kick, façon Orton, justement, le Orton des grands jours. J'aurais trouvé ça parfait, comme fin. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'on verra. McIntyre se fera surprendre par un RKO d'Orton, et Logan Paul en profitera derrière pour porter un One Lucky Punch à Orton, à l'aide de son poing américain en guise de représailles. Là-dessus, McIntyre jouera encore les ramasse-miettes et n'aura plus qu'à couvrir Orton pour la victoire. Une fin de match d'ailleurs très mal filmée, puisqu'on ne verra même pas l'arbitre faire le compte de 3. On finit donc le match sur de la hit, et on notera que ça fait la deuxième année consécutive que Logan Paul vient faire la décision dans un Elimination Chamber, puisqu'il avait aussi coûté la défaite à Seth Rollins, permettant alors à Austin Theory de finir le boulot. Quelle évaluation faire de ce match à présent? Très franchement, et vous l'avez sans doute ressenti lorsque j'ai fait le long résumé de ce match, je n'ai pas été des plus convaincus par ce Chamber match masculin, bien trop bancal à mon goût pour en faire un Chamber d'exception. Plusieurs choses n'allaient pas pour moi, à commencer par un manque criant de suspense, McIntyre étant le seul homme construit pour aller chercher Rollins, qui plus est le seul et unique représentant de Raw dans ce match, bizarrement. Deuxièmement, l'ambiance était globalement assez morose, comme si le public en gardait sous le coude pour accueillir leur réa national, et on ne pourra pas franchement le blâmer, vu le contenu général de ce match. Troisième chose, le manque de soins apportés au selling de Bobby Lashley au niveau de son bras. Que ce bras endolori ait perturbé Lashley et provoqué sa défaite, c'est très bien en soi, mais je suis désolé, c'est trop peu, trop tard, et je n'oublie pas tout le no-sell qu'il aura fait avant d'en arriver là. Ça aurait davantage fonctionné s'il avait vendu ce bras du début à la fin, ou bien si le Final Testament était intervenu pour provoquer sa défaite. Quatrième chose, la discrétion de Logan Paul au niveau high flying, alors que j'attendais justement que sa présence dans ce chamber lui permette de briller, et même d'innover en partant un super spot. Et le seul qu'on verra ici, c'est un sage crossbody depuis le haut d'un pod, qui en plus n'était pas des plus réussis. Du coup je finis frustré, et l'on est loin de la performance de Montesford l'an dernier en comparaison. Cinquième et dernière critique, et probablement la plus problématique à mon sens, c'est l'écriture entre Owens et Logan Paul, et l'intégration plus que forcée de Randy Orton dans la feud, afin de builder un triple threat à Mania entre ces trois hommes. Ça n'a strictement aucun sens.
Owens et Logan Paul, faut le rappeler, ont fini sur un DQ au Rumble. Les deux ont continué leurs interactions à SmackDown, et même encore la veille, lorsque Owens va demander à Logan Paul de ramener son point américain en Australie, histoire qu'il le frappe encore avec. Mais au lieu de ça, Logan Paul va s'en servir pour éliminer Orton, après avoir été lui-même éliminé par Orton. Owens ayant été déjà éliminé au préalable par ce même Randy Orton. Quand on voit la conf de presse de jeudi, Paul et Owens sont encore en train de se chamailler, avant même d'en venir aux mains, et c'est Orton qui vient les séparer, mais de façon très neutre, et très franchement, à ce moment-là, jamais j'aurais pu croire que ce petit segment en conf de presse serait annonciateur d'un build-up vers un triple threat à Mania, alors qu'Orton n'a à la base strictement rien à faire dans la choucroute. Pour moi, c'est un gros carton rouge dans ce Chamber match. Orton joue ici les pièces rapportées, comme s'il ne savait pas comment l'intégrer à Mania, et qu'il fallait absolument lui trouver une place. Il aurait juste suffi, par exemple, que Solo Sikoa, après avoir massacré Cena à Crown Jewel, il faut le rappeler, conserve ce statut de monstre jusqu'à Mania, afin d'avoir un gros os à ronger pour Orton. Mais vu la façon dont Sikoa a été traité par la suite, notamment juste avant le Rumble, ça a tout foutu en l'air quant à la possibilité d'un Orton Sikoa Mania. Et j'aurais même pu rajouter un dernier point négatif dont je venais de parler, c'est le fait qu'après son élimination, Logan Paul, il devrait être évacué tout de suite de la cage. Et là, évidemment, pour des raisons de facilité scénaristique, ils l'ont pas fait tout de suite pour qu'il ait justement son rôle à jouer dans l'élimination d'Orton. Ça, franchement, j'ai pas trop aimé. Maintenant, les points positifs de ce Chamber, j'en aurai quand même quelques-uns. Un Kevin Owens qui aura tout de même tout tenté pour essayer de nous divertir et d'amener un peu de dynamisme au match. J'ai envie de le remercier quand même, car sans lui, ce match aurait été d'une grande platitude. Deuxième bonne chose, le traitement de McIntyre qui aura éliminé pas moins de 3 participants, et toujours en mode opportuniste, histoire de montrer sa nouvelle attitude. Seule la victoire compte au final, et quelle qu'en soit la manière, c'est un peu ça qu'il faut comprendre. Du bon boulot de ce côté-là, et forcément ça aura son rôle à jouer durant son match face à Rollins, à Mania. Et enfin, troisième chose positive, l'intervention des Styles sur LA Knight qui au moins est logique et va dans la continuité de leur rivalité depuis le retour des Jay. À partir du moment où le Final Testament n'est pas intervenu, il fallait, je pense, qu'AJ soit celui qui intervienne, et la façon dont cela a été réalisé est pour moi sans faille, permettant en plus à Drew de ramasser une nouvelle fois les miettes, et donc de continuer à construire son personnage. Bref, j'ai donné la note de 3 étoiles 25 à ce match, qui au final contient plus de points négatifs que positifs. Je me suis globalement ennuyé, le suspense était réduit à néant, et le public peu au rendez-vous, et je n'ai pas vibré suffisamment pour me dire que ce Chamber était un Chamber dont je me souviendrai. Celui des femmes m'aura en comparaison davantage plu, même s'il aura aussi été loin d'être parfait. On va passer maintenant au dernier match, donc le main event de ce show. Il s'agit de Rhea Ripley contre Nia Jax, 3 étoiles 25 pour la note. Donc finalement ce match aura hérité du main event, mais ce n'est pas si surprenant au final, vu la présence de Rhea dans ce match, et cela ne me choque pas au final qu'il l'ait fait. L'entrée de Rhea était très attendue, et l'accueil des Australiens fut d'envergure, et on a clairement senti l'émotion de Rhea dès le début, lors de son entrée, ce qui peut amplement se comprendre. Jax aura vraiment dominé les 3/4 du match. Il aura même amené Saïd de façon très efficace, comme on a pu le voir depuis son retour à la WWE. Son Samoan Drop depuis la deuxième corde était propre. Son deuxième Samoan Drop sur la table des commentateurs n'aura certes pas permis à celle-ci de s'effondrer, mais Jax aura bien su improviser, enfin je pense que c'était une improvisation, avec cet elbow drop depuis un siège de commentateur qui permettra cette fois-ci à la table de s'écrouler. Le public aura été bien investi tout au long du match, et particulièrement lorsque Rhea fera ses comebacks. On notera aussi le dégagement de Rhea sur l'Annihilator, ou le Banzai Drop si vous préférez, finisher dont il est très rare de se dégager, comme on a pu le voir notamment du temps du Yokozuna. Rhea réussira à provoquer une belle superplex, suivie d'un Riptide pour la victoire. Rhea avait d'ailleurs évoqué ce Riptide lors de la fin de la conf de presse du jeudi. Il n'est donc pas étonnant de voir le match se terminer ainsi. La victoire de Rhea ne faisait bien évidemment pas le moindre doute, et son match face à Becky à Mania est d'ores et déjà officiel, et il ne pouvait en être autrement, tellement on nous aura planté de graines depuis des semaines. Concernant l'évaluation du match, je l'ai trouvé somme toute assez correct pour ce qu'il avait à nous proposer. Évidemment, ça n'avait pas l'envergure d'un main event de pay-per-view, mais la localisation géographique du show a évidemment tout changé, donc je vais être, on va dire, assez indulgent par rapport à ça. Mais Nia Jax aura à mon sens rempli son contrat en attirant de la hit assez facilement et en réalisant ce qu'on demande d'elle, à savoir être une big woman destructrice et dangereuse. Ce match
avait plus l'allure d'un main event, de live event en Australie, à la gloire de Rhea, d'autant plus que sa famille était présente ringside. On finit sur un feel-good moment et on peut se dire qu'on va pouvoir enfin mettre le filler derrière nous et passer aux choses sérieuses avec un gros mois de build-up vers Mania. 3 étoiles 25 pour cet honnête match. L'un des meilleurs de la carrière de Jax, même, sans doute, avec celui qu'elle a livré face à Becky le 1er janvier. Première défaite de Jax en 1 contre 1 depuis son retour, et c'est bien sûr tout sauf déshonorant face à Rhea. Et l'on verra bien ce qui attendra Nia Jax à Mania, que ce soit Jade Cargill ou une autre, ou peut-être rien du tout. J'aurais quand même aimé qu'on termine ce show peut-être avec un dernier face-off avec Becky Lynch qui s'approcherait du ring et qu'on ait juste voilà le regard de Becky tourné vers Rhea et qu'on s'en tienne là. Mais je pense que voilà ils ont voulu privilégier le moment Rhea avec sa famille et avec son public. Voilà, donc c'est pas bien grave. Mais voilà, j'aurais pas été contre un petit face-off, mais bon, de toute façon, il y a encore un mois pour builder ce match, et donc on aura d'autres confrontations évidemment entre Rhea et Becky, et je pense même des interactions physiques, comme Triple H les aime. Voilà, bon ben maintenant on est lancé vers Mania, il y a plus de pay-per-view entre les deux. Maintenant il faut laisser les weekly faire leur œuvre, et leur œuvre, c'est-à-dire savoir être en mesure de nous hyper sur un max de matchs. Bon, il y a un Jimmy J là qui est en train de se dessiner. J'en voulais pas. Bon, maintenant, on en reparlera. Mais je suis pas des plus hypés déjà par cette perspective. Voilà, on verra ce qui se passera au niveau du reste de la carte. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Bon, j'ai fait moins de 40 minutes, donc c'est déjà, je pense, assez court, donc c'est plutôt bien. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et surtout à liker la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Comme l'indique ce visuel, rendez-vous le 31 mars, donc il y aura quand même encore un gros mois d'absence pour moi. C'est comme ça, c'est le programme, le calendrier de Mania qui est fait ainsi. On se retrouvera donc le 31 mars pour le prochain numéro du Morceau Catch, qui sera évidemment largement consacré au pronostic de Mania, et je finirai bien sûr avec le top 5 comme à chaque fois, mais évidemment la vidéo risque d'être un peu plus longue que d'habitude au vu de tous les matchs qu'il va falloir pronostiquer. Il devrait y en avoir à peu près 14-15, comme d'habitude. Voilà, donc je vous remercie, je vous souhaite une excellente fin de dimanche, portez-vous bien, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch, et cero miedo. Ciao à tous.